Madame, Messieurs, bonjour. C'est le temps de la rétrospective de l'information. Cette semaine consacrée à la politique. Plus de 300 partis politiques justement désormais reconnus au Cameroun, 11 nouveaux, viennent de cueillir leur légalité des mains du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Quelle contribution pour le jeu démocratique national? Nous en parlons en deuxième partie avec notre invité. Mais avant, voici le round-up de l'actualité de la semaine. L'un des points de discorde entre le supermaire et ceux des 7 communes est l'aménagement des espaces. Le supermaire, à qui est reproché d'empiéter sur leur territoire, convoque les textes. Même les administrations publiques qui veulent toucher au sol, qui veulent mener des constructions, sollicitent auprès du maire de la ville ses actes administratifs. Le maire de la ville s'est brouillé sur ce sujet avec le maire de Yaoundé 6e et récemment encore celui de Yaoundé 7e. Ce dernier évoque un problème de communication. Nous ne pouvons pas travailler si on ne se parle pas. Il faudrait qu'on se parle. Le dernier spectacle en date remonte au 30 avril dernier. Une vive altercation entre les conducteurs de mototaxi et les agents de la police municipale de Yaoundé 5e. Le supermaire questionne la présence de cette police municipale. La mise en place de la police municipale au plan institutionnel et structurel n'est pas encore possible en l'état actuel de la production des textes juridiques irrélatifs. Le premier magistrat de l'arrondissement de Yaoundé 1er est assuré, soit par les agents de la communauté urbaine, soit par ceux des communes d'arrondissement. Les maires à mieux coordonner leurs actions sur le terrain. Nous avons invité au maximum les conflits de compétences. Le type de dégénéré devrait être porté à l'attention de l'autorité administrative pour anticiper tout désordre. Repos moto, un lundi de dizaine au carrefour lycée bilingue de Yaoundé. Calme apparent qui cache le souvenir de cette barbarie communale d'il y a quelques jours. Véritable film d'horreur vécu là, sans trucage ni effets spéciaux. Le titre, la chasse à moto. Si on n'a pas été vraiment rapide, c'est que peut-être un cadavre allait tomber ici au carrefour. Ils sont entrés sur nous avec les voitures, commencé à ramasser les motos. Une cinquantaine de motos au butin. L'opération est menée sur une zone de stationnement pourtant destinée aux conducteurs de motos. Voilà la clôture de Masso comme vous voyez là. On avait dit, ok, vous devez vous aligner après la clôture. C'est ça qu'on respecte. On s'alignait de là en descendant et de ce côté-ci. La mairie même normalement où on devait s'aligner. Comme vous voyez la boutique, les boutiques sont là. C'est là-bas qu'on devait s'aligner jusqu'au niveau de la poubelle. Mais eux-mêmes ils sont venus donc construire leur caisse là. Ils ont mis ça en location. Nous on se pose donc la question qu'on doit donc maintenant s'aligner où? La réponse ce jeudi-là, comme souvent, ce sont des coups de pied d'agents baraqués. Les conducteurs impuissants recourent vers le maire. Les motomanes en colère se sont rendus à la mairie, chercher un peu une négociation pacifique avec monsieur le maire. Monsieur le maire leur demande de rentrer, on ne remettra aucune moto. Le maire Augustin Bala, véritable chef d'orchestre tombé au piège de la bureaucratie orgueilleuse. La situation dégénère. Le maire lâche la police municipale sur les conducteurs de moto comme une armée cinglée. Puisqu'ils ont commencé à viser les cailloux et les chaises aux motomanes. Des journalistes à la quête de l'information n'échappent pas à cette impétuosité des agents municipaux. Je vais créer la rébellion à la honte de Seigne. En réalité, apprend-on, ces abus sont nombreux et quotidiens. Ces agents communaux ont un manque de civisme. Ils nous menacent sauvagement, donc on ne sait même pas si ce sont des êtres vivants. Ils vous brutalisent, tu veux un peu revendiquer, on tape même sur toi. Ou soit on prend ta moto, tu arrives à la mairie, on dit que messieurs, vous passez à la caisse. 50 000 francs mon frère. Nous on pouvait encore comprendre que si on t'arrête avec les 50 000 francs là, on te fait les papiers. Ces débrouillards dépassés ne savent plus à quel sens se vouer. Dernier espoir,
Une parole qui sortira peut-être d'ici pour les délivrer de ces démons incarnés aux pauvres pécheurs baptisés maires de Yaoundé 5e. Utiliser son arme pour résoudre des problèmes personnels, ça blesse les acteurs des droits de l'homme. On est là pour la protection de la et on ne peut pas toujours, par des atteintes injustifiées, utiliser les armes que l'État du Cameroun met à notre pour régler un certain nombre de comptes et recourir à la violence sur On doit de manière exemplaire sanctionner ce type de personnage afin que notre police comprenne que nous ne payons pas leur formation, nous ne payons pas leur équipement pour que les armes et ce matériel soient utilisés contre nous autres citoyens. Ces citoyens dénoncent cet acte de policier qui, pour une dette de 85 000 francs CFA, avait promis la mort à son débiteur. L'officier des Cameroun avait déjà prémédité, d'après les témoignages, qu'il tirerait sur cet citoyen. Lorsqu'il le croise, il est sorti de sa voiture, a armé son arme, tiré. Malheureusement, la personne visée a esquivé, a pris une personne handicapée. Ce dernier, près de la cible de cet officier, a finalement rendu l'âme hier 3 mai. L'affaire depuis lors s'est compliquée avec une tentative de corruption. Certains ont cru de faire concurrence sur l'affaire, dans quelques millions de francs. Les organisations des droits de l'homme, à savoir Nouveau Droit de l'Homme et Mandela Center, se sont saisies de ce problème qu'elles souhaitent voir aboutir devant la justice. Il sera poursuivi, assassinat comme et verront condamnation pour cet usage illégal de la force meurtrière. Ce fait vient remettre au goût du jour l'usage de la force meurtrière dans la résolution des conflits personnels. Du lourd à la table ronde organisée à l'amphithéâtre Hervé Bouge de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Le poids des panélistes est à la hauteur du débat. Journalistes et politiques, quel commerce pour quel enjeu aujourd'hui au Cameroun? Pour Alain Bélibi, parler du journalisme sans parler de politique est quasiment impossible. La politique, on la retrouve dans les instructions de la hiérarchie, la ligne éditoriale ou encore dans le feu de l'action, tout en rappelant le rôle de chacun. Le politique il fait l'actualité dans son intérêt, j'allais dire personnel, dans son intérêt partisan. Le journaliste, tel que moi je conçois ce métier, a pour rôle de répercuter ce qui se passe. La question principale à laquelle un journaliste répond quand il travaille, quand il va à l'antenne, quand il écrit un article, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe au Cameroun, pour T8 Lambive, c'est le nouveau rôle que joue une certaine presse. Le rôle de défenseur des politiques, à travers le type de une proposée. Une situation qui transforme le journalisme en une agence de commerce. Le journaliste doit savoir garder la distance avec le politique. Pour Aman Mana, qui a paraphrasé un journaliste américain, un journaliste doit tout perdre, sauf son cynisme. C'est le match de l'heure qui fait vibrer les milieux politiques. Coup et contre-coup sur Survie Cameroun Survival Initiative mis sur le grill pour un flou de 314 000 €. L'écart constaté entre le montant affiché sur le site internet et celui effectivement mis à disposition. Entre suspicions et commentaires tendancieux, les responsables prennent la torche. Le président du comité de gestion, Christian Pendaekoka, et l'initiateur du projet, Maurice Kamto, conviennent d'un audit indépendant. Le cabinet Hans Anyoun Paris, engagé, décline l'offre après des pressions du gouvernement camerounais. Le cabinet DCSD entre en scène. Carnet blanc à la fin du boulot. Le cabinet dont il s'agit n'avait pas pu, je cite, établir de manière formelle l'origine de l'écart. C'est le cabinet lui-même qui le dit. Déterminé, l'équipe conduite par Maurice Kamto engage un consortium de 3 cabinets cette fois. ADEKI et ACS Data Company, tous 2
des Pays-Bas et Loop ICT de l'Inde comme un trio de l'espoir. Le consortium conclut qu'un bug informatique est à l'origine de l'écart constaté. Si le consortium répond à la préoccupation, l'affaire de Berg est inacceptable et incroyable aux yeux de Christian Pendaïkoka. Est-ce que vous y croyez? 330 000 euros, c'est-à-dire plus de 215 millions de francs CFA, disparaissent comme ça dans un bug? Vous y croyez? Pour lui, la clé de l'incroyable question d'écart se trouve chez Henri Ndjoko, qu'il croit d'ailleurs dubitatif lui aussi. Il y a eu des moments où j'ai vu Maurice Kamto se demander, dire, s'énerver en demandant à Ndjoko, mais donne-leur les accès et ainsi de suite. Mais bon, il ne donnait pas. Ndjoko explique qu'ils ne peuvent travailler que sur la base d'un password, c'est-à-dire des identifiants, des clés d'ouverture qui peuvent permettre aux gestionnaires de la plateforme Survie Cameroun d'avoir tous les éléments qui puissent leur permettre justement de travailler ou d'auditer les comptes de PayPal ou de Stripe. Harry Wiener, ingénieur informatique, spécialiste de la monétique, ne trouve pas la place des passwords dans un audit comme celui-là. Il suffit que les techniciens vous fassent une copie de la base de données. Donc, ils n'ont pas besoin de vous donner les accès, ils peuvent juste vous donner une copie pour que vous puissiez faire l'audit. Pour l'expert, le rapport convainc techniquement. Petite démonstration à partir des données de l'audit. Quand vous faisiez un don, ça passait par le payment processor. On va ici, c'est soit PayPal ou Stripe. De Stripe, ça allait à votre compte bancaire. Et Stripe envoyait l'information au logiciel qu'ils ont utilisé, c'était Give WordPress. Et Give WordPress mettait ça dans une base de données qui affichait sur le site internet. Fonctionnement impeccable tant que les dons sont faits en euros, la même monnaie. Dès que le dollar et le livre se sont invités, les problèmes ont commencé. Ils ont donc activé un autre module ici qui était Stripe Currency Switcher, qui était supposé convertir les monnaies. Et maintenant la problématique, c'est que dans différentes langues, les séparateurs sont exprimés différemment. Donc chez les francophones, on va dire virgule. Donc c'est peut-être 1,2. Mais en français, on va dire 1.2. Et c'est donc ça la problématique. Quand un monsieur va donner un don dans une monnaie telle que le dollar ici, et c'est converti en euros, ça va donner une solution qui sera peut-être du style, je vais dire quoi, disons, le résultat c'est 5,32 euros. Mais si vous êtes dans un système qui voit les virgules non pas comme le point décimal mais comme séparateur, il ignore ceci. Et donc le système va prendre ça comme 532 euros. Donc ce système de conversion a donc créé ce problème. Argument qui répond à la préoccupation technique. D'autres questions, peut-être politiques, sont à se poser pour comprendre ce tollé qui a raison ou à tort veut déclarer la mort de Survie. Mesdames, bienvenue, messieurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, la rétrospective de l'information. Comptez environ 330 partis politiques aujourd'hui. Au Cameroun, 11 nouveaux viennent d'être légalisés par Paul Latangandji, ministre de l'administration territoriale. Au vu de cette densité du nombre de partis politiques, on penserait fort à un environnement politique où la démocratie est assise et acquise. Cependant, le poids, la crédibilité et la légitimité de ces partis politiques peuvent être questionnés. Question centrale ce matin dans le cadre de la rétrospective de l'information. Quelle contribution ces partis peuvent-ils donner pour le jeu politique national? Avec notre invité, nous tenterons d'explorer tous les pans de cette question. Patrice Ambassala, bonjour. Bonjour, monsieur Ngefak. Alors, c'est un bureaucrate de renom, ancien ministre des Travaux publics, douanier de formation et de profession, acteur politique de premier rang dans son Nyon et Foumou natal, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC.
Il fait partie de ces politiciens qui parlent sans langue de bois, libres de penser et d'agir. Merci d'être avec nous ce matin, Patrice Ambasala. C'est moi qui vous remercie, même si, la présentation, il y a des choses qu'il faudra peut-être corriger. Lesquelles, monsieur le ministre? C'est pour ça que vous êtes en face de moi. Alors, on n'est pas encore membre du comité central. Peut-être que ça va arriver bientôt, mais bon, pour le reste, je crois que ça va. Militant du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, je suis militant du RDPC, mais ce n'est pas à ce titre que je vais parler ce soir. Vous parlez in titu personnel. En tant que citoyen camerounais, voilà. Voilà. Patrice Ambasala, 11 nouveaux partis politiques. La liste a été publiée le 5 mai dernier par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Il motive cela par le souci d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés au Cameroun. Est-ce que cet argument théoriquement exprimé reflète la réalité de notre environnement politique selon vous? Selon moi, non. Je pense que pour l'agrément d'un parti politique, on n'a même pas besoin de mettre cette raison-là. Non, je pense que c'est le ministre qui a voulu le dire. Mais généralement, un parti est agréé parce qu'il a présenté un dossier administratif conforme. Donc, on lui remet son agrément et puis on peut faire la somme de ceux qui ont reçu les agréments. Les raisons qui sont données par le ministre, je pense qu'il comprend que le président de la République veut bien qu'il y ait démocratie, mais les partis sont agréés selon une loi en fonction d'un dossier qui est précisé par la loi. Donc si on a déposé ce dossier-là, que le président le veuille ou pas, il est possible que le parti soit agréé. Alors, considérez-vous le nombre de partis politiques comme un baromètre de l'expression de la démocratie dans un pays? Le nombre de partis politiques? Oui. Véritablement pas. Je ne considère pas le nombre de partis politiques comme le baromètre. C'est un indicateur assez, très peu éloquent. C'est un baromètre, c'est un indicateur qui dit simplement que, déjà, la création des partis, elle est aisée, parce que tout le monde peut en créer un. Maintenant, l'exercice démocratique et l'expression de ces partis politiques-là, ça, c'est un autre monde. Après la création, il faut maintenant que le jeu démocratique puisse se dérouler convenablement. Alors, vous parliez de la facilité à créer un parti politique au Cameroun au vu du dispositif qui est mis en place. Il y a un de vos militants qui a été exclu du parti pour indiscipline, Saint-Éloi Bidon pour ne pas le nommer, qui a dit à Mondovision avoir entrepris des démarches et un dossier déposé au ministère de l'administration territoriale pour requérir la légalisation de son parti politique. Mais sur les 11 publiés, la liste n'y figure pas. On a communiqué sur ceux à légaliser, mais pas sur ceux non légalisés. Oui, mais on ne peut pas communiquer sur ceux qui ne sont pas légalisés. On communiquera sur ceux-là lorsqu'ils seront légalisés. Bon, maintenant, je ne sais pas quel jour ou quelle date M. Bidoum a déposé son dossier. Est-ce qu'il est venu en même temps que les 11 qu'on a légalisés? Est-ce qu'il est venu un peu en retard? Est-ce qu'on lui a déjà répondu non? Donc, je ne peux pas m'aventurer sur ce domaine-là. Donc, je me dis, peut-être que la maturation de son dossier n'est peut-être pas encore au point pour qu'on publie son agrément. Certains ont pensé qu'il n'est pas du tout aisé de sortir des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, pour créer un parti politique. Est-ce que c'est si difficile que ça qu'on soit banni ou bien exclu du RDPC et de créer son parti aisément? Est-ce qu'il n'y a pas une machine bureaucratique ou bien politique qui est actionnée quand on est du mauvais grain du parti au pouvoir? Non, ça c'est un faux débat. Tout le monde qui a un parti en face était au RDPC. Pas absolument. Je dis tout le monde qui a un parti en face, plus ou moins était au RDPC. Libye est président d'un parti politique, le PCRN, il n'était pas militant du RDPC.
Mais il n'a pas démissionné du RDPC non plus. Voilà. C'est Donc, pour ça que je dis que ceux qui ont démissionné ou bien de Frundi à Montant, il y a, c'est pas Kamto et tout le reste. Bon, ça c'est les membres du RDPC à un certain moment. Maintenant, vous voulez m'amener à dire que il est possible que les gens qui démissionnent du RDPC aient des difficultés à présenter un dossier qui soit admis. Bon, ça, je ne sais pas. Si c'est sur la base de Saint-Éloi Bidou, je ne pense... C'est le cas le plus actuel qui a annoncé la création d'un parti politique, mais qui malheureusement, à la publication, on ne voit pas. On peut annoncer qu'on va créer un parti politique. Et il reste maintenant que la maturation du dossier soit arrivée à son terme. Il n'a pas dit quand il a déposé son dossier. Il a dit qu'il va faire un parti politique. Bon, est-ce qu'il a déjà fait son dossier pour le déposer? Oui, il nous l'a dit, oui. Bon, mais il a déposé quand donc? Qu'est-ce qu'il y a dans la maturation? Il y a un délai qui veut que si l'État n'a pas répondu, le parti est réputé comme agréé. Donc, je pense que si Bidou ne l'a pas encore fait, c'est parce que peut-être ce délai-là n'est pas arrivé. Et je crois que c'est 3 mois à compter du jour où on a déposé le dossier. Donc c'est une formalité, franchement, au Cameroun, à condition de remplir les conditions fondamentales qui sont le respect de l'unité nationale, l'intégration nationale, je ne sais pas quoi. Donc maintenant, si vous respectez ça, la création d'un parti au Cameroun n'est pas un souci. C'est pas un souci et c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être en parler, pour dire que la participation des partis politiques, au-delà de contribuer à l'expression du suffrage universel, pour ma part, contribue à la structuration d'une nation camerounaise. Et à ce titre-là, on peut avoir des réserves à émettre sur certains aspects de cet agrément débrider des partis politiques. Lesquels, par exemple? Alors, il y a trop de partis. À mon sens, il y a environ 330 aujourd'hui. 330 partis pour un pays qui se construit, qui a 60 ans, qui a pour vocation de construire une nation, qui a pour vocation de construire un État soudé. Je pense que les partis devraient contribuer à mettre les Camerounais ensemble. Dans un pays où on parle de vivre ensemble, il me semble que les partis devraient être le creuset où ces gens vivent ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir quel est le parti qui dépasse les frontières d'un département, quel est celui qui est national. On va parler de votre sortie justement, de votre sortie que vous avez faite sur votre compte Facebook. Mais je voudrais qu'on parle justement de ce caractère pléthorique des partis politiques. On a aujourd'hui environ 330 partis, mais seulement 7 sont représentés à l'Assemblée nationale, une dizaine dans les conseils municipaux. À quoi donc nous sert ce caractère pléthorique si on ne peut pas être représenté dans des institutions? C'est justement ça la vraie question. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir 330 partis lorsqu'on a 7 ans dans les conseils municipaux? Ça veut dire que, en tout et pour tout, si on enlève les partis qui sont nationaux, plus ou moins nationaux, on a à peu près 5 ou 4 partis locaux. Parce qu'avoir un conseil municipal, c'est que vous avez l'étiquette d'un parti local. Donc, si vous avez 5 qui sont locaux et peut-être 7 ou 8 qui sont nationaux, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec 330 partis. C'est ça le sens du questionnement. Si vous ne pouvez pas gagner un conseil municipal dans votre village, comment vous ferez pour avoir un représentant à l'Assemblée nationale? Ne parlons pas de la présidente de la République ou alors du Sénat, ainsi de suite. C'est vrai que certains politologues vous opposeront l'argument de la France qui est souvent la transposition de l'idée démocratique pour ici, qui a aujourd'hui environ 516 partis politiques. Non, mais il ne faut pas transposer la France. Il faut transposer un modèle démocratique. La France, ils ont des partis qui ont vocation à être régionaux. Il y a des gens là-bas qui veulent simplement occuper une région, une mairie, ainsi de suite. Et ils se déclarent, oui, ils se déclarent comme tel et ils vont entrer dans les compositions avec des partis qui sont plus importants. Bon, je dis la France n'a pas un État à consolider, un État, une mosaïque à consolider. Vous avez au Cameroun ce que vous appelez,
on appelle aujourd'hui la Commission nationale du multiculturalisme et du bilinguisme. Du multiculturalisme. Alors, sa fonction, c'est quoi? Sa fonction, c'est déjà assurer la nature biculturelle du Cameroun au niveau national. Il y a deux groupes linguistiques qu'il faut mettre ensemble. Ça, c'est d'un. Maintenant, il faut sauver la multiculturalité. Bon, ça, c'est infra-étatique. Donc, si vous avez ce genre de préoccupation que la France n'a pas, vous ne pouvez pas prendre le modèle français pour mettre en face de celui qui est camerounais. Donc, nous pensons, moi je pense que le Cameroun a vocation à mettre ses enfants ensemble. Et ce n'est pas pour rien qu'en 1966, les gens ont validé le principe du parti unique. C'est parce qu'il fallait qu'on se retrouve, parce que l'émiettement des partis entraînait peut-être quelque chose qu'on peut appeler la dilapidation des énergies. Donc quand vous avez le souci de construire un État, mettre des gens qui ne se comprennent pas ensemble, il est possible que ça commence dans les partis. Donc si vous faites 330 partis, on a déjà dépassé le nombre de tribus reconnues au Cameroun. Ça veut dire qu'on va dire qu'il y a chaque tribu a son parti. Est-ce qu'en faisant comme cela, est-ce qu'on consolide le vivre ensemble? Lorsque je ferai mon parti à Yous, je parlerai avec mes frères qui sont là. On parle là en langue. Mais par contre, si on était dans un parti, on va dire national, on va rencontrer tout le monde, on va faire un comité de base à Banganté, on va faire un autre à Fondjomokwet, ça fait qu'on ne se comporte plus comme des gens d'Ayous, on se comporte comme des Camerounais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous comprends, monsieur le ministre. Justement, je voudrais en venir parce que vous avez fait une publication sur votre compte Facebook, justement, disant qu'encore un peu d'effort et chaque département aura son parti politique. Que voulez-vous passer comme message? Est-ce que vous avez perçu que c'est ironique? Justement, c'est pour ça que je voudrais déceler le message qui se cachait derrière cette publication. Je lance un appel à ceux qui créent des partis. Qu'est-ce qu'on fait avec 330 partis? Non, le problème pour moi aujourd'hui au Cameroun, c'est participer dans les partis qui existent pour faire vivre une démocratie qui puisse être opératoire au Cameroun. Tel que ça se passe là, le parti qui est dominant aura toujours la longueur d'avance sur les autres. Vous n'allez pas partir d'un département pour essayer de rivaliser avec le RDPC qui a 360 sections. Si vous êtes un président national, vous dites vous avez créé un parti, vous êtes président national, et puis vous allez commencer à installer les organes de base dans tous les départements, 58, ça commence à être compliqué. Par contre, si vous entrez dans la logique il y a déjà des partis qui sont peut-être régionaux. La logique d'alliance? Même pas d'alliance, on va dire d'extension de ce parti-là. Il y a des gens, si vous entrez dans un certain parti aujourd'hui, vous pouvez faire qu'il soit présent dans un département où il n'est pas présent. Vous comprenez? C'est un peu ça le souci pour moi. Je dis, l'émiettement crée ce qu'on appelle la balkanisation. On ne peut pas avoir une balkanisation qu'on érige en réalité comme ça pour espérer que nous fassions quelque chose d'uni et de consolider qu'on appelle l'État du Cameroun. Voilà un peu le sens de mon intervention. Alors, certains ont vu en cette publication une tribalisation de la politique ou bien de l'offre politique au Cameroun. Non, ils n'ont pas compris. Moi, je combats la tribalisation de l'offre politique. C'est pour ça que je ne voudrais pas que nous ayons 360 partis. J'ai fait ça pour me moquer des gens qui créent des partis qui vont tenir dans un village. Bon, sur la liste, il y a déjà 7 partis. 7, 8. Bon, chacun va se faire appeler président. Et puis, bon, si on parle seulement des intérêts de la Léquier, comment 7 personnes peuvent porter les intérêts d'un département comme la Léquier? Comment? Qu'est-ce qui est si différent pour que 7 personnes, il y a sûrement des endroits où vous vous rejoignez. Et alors, si vous vous rejoignez sur plusieurs endroits, le fait de créer un parti traduit simplement une singularité que vous voulez avoir. Vous voulez être président. Et sauf qu'en étant président,
vous ne risquez pas de gagner ce qui est en jeu, qu'on appelle peut-être la représentation de la Léquier ou alors d'Union Infomou. Alors, il y a un fait au Cameroun, c'est que le tribalisme aujourd'hui est comme un véritable virus qui menace l'environnement politique. Est-ce que cela peut justifier la ruée des acteurs aujourd'hui vers la création des partis, chacun voulant créer un parti pour sa communauté ou pour sa tribu? Créer un parti ne tue pas le tribalisme, tout au contraire. Plus la création des partis contribue à exacerber le tribalisme. Les choses qui se font dans les micro-partis que vous avez vus là sont des choses qui ne se feront pas dans un parti qui a une essence nationale. Vous les appelez des micro-partis? Micro-partis, ce n'est pas moi qui les appelle comme ça. Si vous êtes un parti qui n'existe pas son président, qu'est-ce que vous êtes? Vous ne pouvez pas dire j'ai 10 militants. On connaît des partis rien que par le nom du président. Vous en connaissez, non? Non, monsieur le ministre, aidez-nous. Vous en connaissez? Oui, je connais. Non, je ne veux pas les citer parce que ça risque d'être un autre contentieux. Il y a des partis qui n'ont existé que le jour où on a publié l'agrément et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su ce qu'ils font comme activité politique. Bon, ça fait quand même des ordres qu'on compte comme ça 280 partis qui n'ont pour seule existence que le papier d'agrément. Aucune manifestation sur le terrain, aucune formation des élites, aucune formation des militants. Bon, à quoi ça rime? Le parti, ça sert à quelque chose, non? Alors, vous les voyez le jour où on dit qu'on va faire une réunion, je ne sais pas de quel genre naturel, là, national, et puis on va vous mettre des gens alliés là qui sont des présidents de partis. Est-ce que la vitalité de ces partis politiques-là n'est pas conditionnée par la résolution de l'équation de financement? Non. Vous n'allez quand même pas vouloir qu'on se mette à donner l'argent à des individus qui ont pris un papier. Non, c'est vous qui proposez. Je parle de la résolution de cette question parce qu'il y a un problème de financement. Le financement sera réglé convenablement lorsqu'on aura un nombre de partis rationnels. Ils seront à l'Assemblée nationale et pourront donc discuter de ces choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les 4 partis ou 5 qui sont à l'Assemblée nationale s'assoient pour dire, bon, il faut financer les partis politiques pour autant qu'ils sont. C'est ça que vous voulez me faire dire, non? Non. Non, on ne financera pas les partis politiques. Je suis en train de révéler un problème qui est certain, la question de financement des partis politiques. Parce que vous avez parlé des partis politiques qui ne peuvent pas organiser la formation des militants, qui ne peuvent pas s'étendre dans toutes les régions ou dans tous les départements. Il y a une question de financement. Non, ce niveau-là, on ne finance pas. On finance les partis politiques lorsqu'ils font des élections nationales. Des élections qui contribuent à la vie nationale. C'est là qu'on finance les partis politiques. On ne finance pas un parti politique parce qu'ils sont créés. Vous comprenez ça? Donc, si vous êtes un parti politique, vous avez vu que le mécanisme, c'est que vous participez et puis on vous donne une petite avance. Ils ne sont même pas capables de faire des dossiers. Donc, comment on va les financer? Donc, le problème est qu'il ne faut pas que la création d'un parti soit un fonds de commerce. Il faut le dire comme ça. Mais un parti politique a besoin des moyens, monsieur le ministre. Et pour ça, la première source d'un parti politique, c'est les cotisations des membres. C'est les cotisations des membres qui font marcher les partis politiques. Vous pensez que c'est les cotisations des membres? La première source d'un parti politique. La première source de revenus d'un parti politique, c'est la cotisation des militants. Et les autres? Les autres viennent donc, si vous participez aux élections, l'État vous dit, comme vous avez contribué à la manifestation du suffrage universel, on vous prend en charge certaines, on va dire quoi, on va se répéter, certaines charges. Mais si vous n'avez pas fait ça, l'État ne doit pas vous financer. Si vous êtes à l'Assemblée nationale, on comprend que vous travaillez pour que la démocratie camerounaise avance. On vous paye donc ce que votre représentation apporte. Patrice Ambassa, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous dire que le RDPC ne peut circonscrire sa ligne de financement que dans ses moyens légaux? Non, moi je ne parle pas du RDPC. Non, je veux comprendre en tant que citoyen. Est-ce que de votre observation, vous pensez que le RDPC peut circonscrire son financement
dans ces sources légales uniquement? Non, moi je pense que le RDPC a déjà de la ressource pour financer ses activités. Est-ce qu'ils peuvent s'arrêter? Est-ce qu'ils peuvent s'arrêter aux sources légales? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne participe pas lorsqu'on fait les enveloppes des partis. Justement parce qu'on accuse souvent le RDPC d'utiliser les moyens de l'État pour à des fins politiques. Et les autres partis aussi. Lesquels, monsieur le ministre? Ceux qui ont des fonctionnaires qui ont les moyens d'État. Ils utilisent ça. C'est un faux débat. Si vous avez un fonctionnaire qui a un véhicule de service qui est du MPDB, c'est quelque chose, et que son parti fait la campagne, vous pensez qu'il ne va pas avec son véhicule? C'est ça que vous pensez, vous? Monsieur le ministre, vous êtes en train Vous pensez que si vous avez un militant d'un parti X qui est dans un bureau administratif, il n'utilise pas la photocopie du bureau pour faire les papiers du parti? Vous pensez ça? Non. Si vous avez un militant, il va faire d'une façon ou d'une autre pour mettre les moyens qu'il a en main au bénéfice de son parti. Et ça, je ne sais pas qui peut jeter la pierre à l'autre. Vous êtes en train de nous dire que vous, ministre des Travaux publics comme ce fut à l'époque, vous alliez en campagne avec le véhicule de service? Vous m'avez vu en campagne? Vous m'avez vu en campagne, non? Je vous pose la question. Oui, je suis allé en campagne avec le véhicule de service. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre un ministre et un militant du RDPC ce jour-là? Absolument non. Voilà. Alors, monsieur le ministre, le Cameroun, ce sont 330 partis politiques environ, on l'a dit, devant le Congo, qui aujourd'hui présente 200 environ, le Tchad 143, le Gabon 54. Cette première place du Cameroun lui vaut-elle une considération autre à l'extérieur? En Afrique centrale, alors, vous voulez dire? Oui, cette première place en Afrique centrale. Non, on a des premières places qui sont plus valorisantes. Le genre, nous sommes le grenier de l'UIC de la CEMAC, nous sommes l'économie la plus diversifiée, nous sommes l'économie la plus résiliente. Ça parle plus. Nous avons des institutions solides. Maintenant, le nombre de partis n'entre pas en ligne de compte pour juger, pour classer ces États-là, à mon sens. Un parti politique, logiquement, se crée dans l'objectif de conquérir le pouvoir, ou tout au moins siéger au sein des institutions de représentation, les mairies, l'Assemblée nationale, les régions, ainsi de suite. Est-ce qu'au Cameroun, vous pensez que cette logique guide les partis politiques qui se créent de part et d'autre? Je ne peux pas parler pour eux, M. Ngefak. Je ne peux pas parler pour eux. J'estime, je peux dire simplement que les partis ne se donnent pas les moyens de peser dans le jeu politique. Ils sont aussi émiettés que vous avez un interlocuteur qui est isolé dans un coin. On dit le président de l'UNDP ici, il est seul. Il n'a jamais fait réunion, on a 100 personnes. Quand vous êtes dans cette posture-là, dans cette situation-là, le sous-préfet que vous avez dans le coin, vous voulez qu'il vous prenne comme quoi? Vous êtes un individu, vous n'êtes pas un parti. Par contre, si on voit que vous faites une réunion, 400 personnes, vous faites une autre réunion, on commence à vous prendre au sérieux. Et ça ne se fait pas parce que les gens sont en train de faire des partis familiaux. Donc, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Donc, si vous voulez peser et devenir une force de proposition, une force qu'on prenne en considération, il faut avoir du nombre. Et pour avoir du nombre, il faut cesser l'émiettement. Pour l'émiettement, il faut être dans 2 ou 3 partis et puis faire le débat d'idées qui vient avec. Quand vous décryptez un peu la liste publiée par le ministre de l'administration territoriale, de ces 11 nouveaux partis, est-ce que vous avez une idée des profils Célestin Djamel? Ici à là, de là encore, et puis maintenant il dit bon, c'est le seul nom que j'ai pu reconnaître. Les autres,
je vais les connaître peut-être à l'action. Le jour où ils commenceront l'action, mais il y a quelque chose qui m'a paru bizarre dedans, c'est qu'il y a un parti qu'un ministre de l'administration territoriale a grillé et qui s'appelle le parti des handicapés, je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'on crée un ghetto pour les handicapés. Est-ce qu'on est encore dans la logique de l'intégration nationale? Lorsqu'on dit qu'on a tout un parti pour les handicapés et qu'on agrée ce parti-là, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? On veut prendre les handicapés pour mettre dans un ghetto, comme je dis là, et puis commencer à demander aux viables, aux gens qui n'ont pas de handicap, que, bon, votez pour nous, c'est ça? Ou alors vous mettez comme un homme qui a un handicap, qui est avec les autres hommes, et on règle les problèmes qui se posent aux hommes que vous êtes. Donc pour moi, voilà les petits problèmes que je soulève. Justement, Monsieur le ministre, j'allais vous poser la question dans le décryptage justement de cette liste-là, parce qu'on a justement vu ce parti. Est-ce que ce n'est pas une sorte de façon d'acter cette discrimination qui est même faite des personnes handicapées? Oui, pour dire les choses comme elles sont, moi je n'aurais pas agréé ce parti-là. Je suis contre l'agrément de ce parti et il est en opposition avec la loi. Parce que la loi dit ne peut être agréé un parti qui promeut ou alors qui ne va pas en droite ligne dans l'intégration nationale. L'intégration nationale est une intégration de tribus, de genres, de handicapés et de viables, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle. Des handicapés, pour moi, c'est un peu un contre-courant de ce que la loi prévoit, moi je pense. Alors, il y a un véritable débat aujourd'hui sur l'idéologie des partis politiques. L'idéologie, on a l'impression que bon, Monsieur le ministre. Alors, l'idéologie, non, je pense que l'idéologie préoccupe le moins, on va dire quoi, les militants. Les militants et même ceux qui sont chargés, oui, qui les agréent. Alors, il est dit que pour agréer un parti, il y a ce qu'on appelle manifeste qui dit quel est votre programme. Alors le vote dans le programme, généralement l'idéologie transparaît. Bon, ça veut dire que si vous posez cette question, c'est que vous avez noté qu'en fait l'idéologie, il n'y en a pas. Presque pas. Voilà, très peu de partis ont une idéologie clairement affichée dans... Ce n'est pas tout à fait normal, c'est pas normal. C'est pas normal et ça devient quoi le programme du parti? Le programme du parti se fait triompher quelle valeur? On ne sait pas. C'est pour ça que je continue à dire je ne suis pas pour cette multitude de création de partis politiques. Si vous posez la question à 10 ou 20 des membres de ces partis-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont vous décliner comme idéologie ou comme programme déjà. Quand vous lisez les programmes, vous avez les mêmes choses que tout le monde veut faire. Peut-être que le chemin est différent. Si vous avez les mêmes choses à faire, discutez donc de la manière et aller vers cette chose-là. Et puis on peut faire l'économie de 5 ou 10 partis. Donc c'est un peu ça la préoccupation pour moi. Alors, il y a aussi que certains partis politiques, ce que vous appelez les micro-partis, espèrent... C'est moi qui appelle, vous appelez comment? Je ne vais pas emprunter votre jargon, voilà. Monsieur le ministre. Ces partis qui espèrent une alliance avec le grand parti, le RDPC, ou un autre parti un peu plus en vue, qu'est-ce que l'expérience des alliances politiques vous a enseigné au cours de votre carrière de militant? Alors, ça m'a enseigné qu'on a validé l'imposture. Je veux m'expliquer. Vous êtes dans un village et puis il y a un individu qui dit qu'il est d'un parti qu'on appelle différent de vous, qui fait l'opposition. Et vous avez là des milliers de militants qui font gagner votre parti et qui veulent parfois qu'on les reconnaisse publiquement. Mais vous arrivez à un meeting, on vous sort cet individu qui dit qu'il est du SDF, on dit qu'on le déshabille, on lui met la tenue du RDPC. Oh, on a tué le SDF dans telle localité. Mais c'est une voix que vous allez prendre. Et c'est même pas celui qui va voter le RDPC. Mais vous l'avez mis sur l'estrade. Pendant que les autres sont en bas à regarder,
ce type qu'il rencontre en route, qui ne fout rien, mais la hiérarchie du RDPC prend ce monsieur, pose sur l'estrade, lui donne les tenues, le déshabille pour dire que voilà ce qu'on a fait. On a fait une très bonne action. Vous comprenez? Ça, c'est de l'imposture. Ça ne change rien dans le fond parce que le RDPC aurait gagné. Moi, j'ai vu ça tout le long de mon itinéraire. Maintenant, il y a des alliances qui sont avec des partis, on va dire, représentés à l'Assemblée nationale, qui tiennent la route là, UNDP avec RDPC, ainsi de suite. Bon, eux, c'est eux qui peuvent en parler. Moi, je crois que ça a fait stabiliser ce pays à un certain moment. Si je pense au MDR, lorsque la démocratie a produit ses premiers résultats en 92, ça a stabilisé la marche vers une démocratie apaisée. Donc, c'est pour les partis qui pèsent quelque chose. Mais ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas représentatif. Alors on est parti du parti unique pour l'ouverture démocratique en 1990, on a fait du chemin et aujourd'hui avec cette façon de faire que vous semblez décrier, est-ce que vous regrettez cette ouverture démocratique? Non, non, je dis, je ne regrette en rien l'ouverture. Je veux qu'il y ait une exploitation, une utilisation responsable de l'ouverture. Qu'est-ce que nous voulons lorsque nous faisons un parti? Nous voulons exercer le pouvoir, il me semble. Alors, pour exercer le pouvoir, il faut avoir les majorités. Conseil municipal, il faut avoir la majorité. Sénat, il faut avoir la majorité. Assemblée nationale, il faut avoir la majorité. Pour avoir la majorité, il faut que vous ayez des électeurs. Pour avoir des électeurs, il faut avoir un parti qui a une assise qui peut faire qu'on gagne les élections. Donc, pour que la démocratie avance, il faut qu'il y ait une opposition qui soit une alternative. Et pour que nous ayons cette opposition alternative, il faut que la masse critique on va dire des individus, des ressources humaines, se retrouve dans 2 ou 3 partis et ça devient une alternative au gouvernement. C'est ça qui fait qu'ils sont en mesure de critiquer convenablement ce que fait le gouvernement. Et si ça advenait à remplacer le gouvernement. Mais vous n'allez pas remplacer un gouvernement si vous êtes 45 partis en face de quelqu'un qui est assis sur l'ensemble du territoire. Vous vous émiettez, vous ne savez même pas faire des alliances. Voilà un peu mon souci. Donc il y a une mauvaise utilisation de la liberté. Au lieu que la liberté nous aide à jouer les forces dans la démocratie, là, ça a contribué à consolider on va dire quoi, l'installation d'un parti unique qui devient plus ou moins unique. Et lorsque tout ce que j'engage peut passer comme une lettre à la poste. Non, je me sens à l'aise lorsque je résiste à la contradiction. C'est là où c'est plus valorisé. Puisque tout ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas un parti qui puisse aller dans cette ligne-là. On a l'impression qu'ils ont d'autres objectifs. Quels sont les objectifs que vous pouvez percevoir à travers la création de ces partis politiques-là? Parce que de la consistance, on n'en voit pas, de profil, on n'en voit pas. Que peut être des intentions des partis politiques comme ceux-là qui se créent? C'est le mystère de l'affaire. C'est vraiment le mystère de l'affaire. Le mystère pour vous aussi, observateur, acteur politique? Pour moi, parce que j'ai parlé avec certains responsables de partis pour leur demander c'est quoi votre objectif. Je ne comprends pas. Votre objectif, c'est vous constituer un interlocuteur du RDPC, même si c'était ça l'objectif. Il faut peser. Mais si vous ne pesez pas, vous n'allez pas être l'interlocuteur du RDPC. Donc je ne comprends pas. Pour gagner une mairie, il faut que vous soyez quand même à un certain nombre. Est-ce que vous ne voulez pas gagner même seulement une mairie? Ou alors un conseil régional? Non, je ne comprends pas. Je vous avoue que c'est un mystère pour moi. Alors, comment de l'environnement politique au Cameroun? Je le rêvais comme celui des États-Unis où le mode de scrutin avait participé à fondre les gens dans 2 partis majoritaires dominants. Parti républicain, c'est le scrutin qui fait ça. Les démocrates et les républicains. Ici, on a maintenu ce mode de scrutin,
les partis sont restés, ils se multiplient même. C'est ça qui est bizarre chez nous. Donc, on pensait que le scrutin uninominal à un tour ferait que aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il faut faire l'élection à deux tours. Ça, c'est pour valider l'éparpillement et les stratégiques. On comprend que nous ne gagnons rien à être dans notre petit parti. Il faut qu'on fusionne dans quelque chose de plus grand. C'est ça qui est l'intérêt de garder un modèle de scrutin uninominal à un tour. Mais ça ne produit pas cet effet-là au niveau des partis politiques. Alors, je finis cette la création, la naissance de ces partis politiques n'inquiète aucunement votre parti, le RDPC. En tout cas, lorsque vous savez, je suis un militant suspendu, donc je parlerai que quand... J'aurais dit un militant indiscipliné. Non, je ne suis pas indiscipliné. Bon, vous savez, on va passer dessus, c'est passé. Donc, je dis, cette armée de partis n'est aucun cas RDPC. Tout au contraire. Solide la domination du RDPC. Vous n'allez pas gagner le RDPC lorsque vous êtes quand il y a l'élection présidentielle. Comment vous faites gagner? Vous ne pouvez pas me dire, vous n'avez pas de solution. Merci Patrice Ambassadeur d'avoir accepté répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. J'espère que j'ai participé à édifier vos téléspectateurs. La levée de sa suspension pour intégrer peut-être de manière plus participative. Ou de manière plus participative. Ça a toujours été participatif. Voilà. Mesdames, Messieurs, Stop et Fin, rétrospective hebdomadaire, édition de ce dimanche. On remet cela demain lorsqu'il sera 9h en mode rediffusion. Excellent dimanche à vous. Que la paix soit avec vous.